On a Santino dans la maison pour cet épisode. Pendant 2 semaines, on va kiffer. Ça va être incroyable, on va se régaler. Aussi, j'ai pas mal avancé sur mon backtesting. Du coup, je vais vous montrer un peu tout ça. C'est parti. En tout cas, je vais me bouger de rentrée avant que la marée elle remonte là et que je sois bloqué. Ce serait dommage quand même. Épisode 3, qui l'eût cru déjà, putain. Looking at me, I'm ready to go in. You if you want me. I promise I ain't gonna hold out, nigga. I'm gonna give it all to you, baby. Swear to God. That's it. Baby, if you give it to me. Alors pour commencer, j'ai perdu mon compte 10K que j'avais. Donc comme je t'expliquais dans la première vidéo, j'ai passé ce challenge il y a 1 an et j'avais obtenu ce compte. Là actuellement je le tradais plus. Et en gros, on peut voir sur le dashboard direct. En fait, je l'ai perdu pour cause d'inactivité. Parce que, donc en fait, c'est pas ce compte-là. Voilà, c'est celui-là. En fait, je l'ai perdu pour cause d'inactivité. Comme tu peux voir, la perte journalière ou même la perte totale, elle reste valide. Mais en fait, pour regarder le compte, il faut placer au moins une position tous les 60 jours. Et là, j'ai oublié. Donc voilà. Bon, en vrai, je m'en fous un peu, mais je devrais pas parce que ça fait chier quand même. Parce que le compte, j'ai mis du temps à le passer. J'ai bien charbonné. Ouais, c'était ce challenge-là. Ça fait quand même 10K de financement. Même si j'étais pas mal en drawdown, c'est toujours mieux avoir un compte 10K en financement que de devoir repasser un challenge, quoi. Même si j'avais 6-7% de drawdown. Donc voilà, la prochaine fois je ferai gaffe à mes comptes. Et à part ça, je continue du coup à trader en démo. Donc voilà, pas une performance ouf, mais en vrai je reste en positif. Du coup c'est pas mal, mais comme tu peux voir, en fait j'ai eu 2 trades gagnants quand j'ai commencé. Et après c'est plus ou moins du break-even, quoi. Il n'y a pas trop de progression. Voilà, récemment j'ai pris une vente sur AUDNZD. C'était un joli trade, malheureusement je me suis fait stopper avec le management, juste là. Après le prix il a fait un plongeon jusqu'au take profit. Mais voilà, mon management était respecté, il n'y a pas de souci. Là j'ai pris une perte aussi sur NZD-USD, je vais vous montrer ça aussi. Donc en fait c'était dans cette structure, j'ai pris une vente sur la dernière zone qu'il y avait au-dessus. Après une manipulation, pareil j'ai pris un stop loss, mais c'était un trade que j'avais à prendre selon mon plan. Après c'est vrai que là il y avait une grosse accumulation, du coup on pouvait s'attendre à ce que la structure H4 elle casse à la hausse et qu'elle passe haussière. Mais en fait cette accumulation elle a lieu dans aucune zone, que ce soit daily ou weekly. Du coup pour moi la structure c'était plus un truc du genre la grosse baisse avec beaucoup d'impulsion, la correction et là la baisse qui repart. Mais voilà, c'était un trade à prendre, je regrette pas de l'avoir pris. Mais bon, il n'y a pas grand chose d'intéressant, je vais pas m'attarder là-dessus. Le plus intéressant c'est le backtesting puisque j'ai fini ma série de backtesting. Il y a des choses pas mal intéressantes donc on va regarder ça aussi. Mais avant ça, on part direction le nord de l'île. On a fait 3 heures de route pour rejoindre Lovina. Les routes elles étaient vraiment magnifiques, ça fait du bien comparé à tous les bouchons qu'il peut y avoir dans le sud. Et en plus on est la veille du Silent Day, donc c'est une tradition de la culture hindouiste à Bali. Donc chaque village ou chaque quartier va fabriquer une grande statue qu'on appelle les Ogo-Ogo. Et le but c'est de les faire défiler dans la rue pour purifier l'environnement des mauvais esprits. Et en fait c'est super stylé parce que chacun fait preuve d'originalité. On peut représenter le Ogo-Ogo de la manière dont on veut, et du coup il n'y en a jamais 2 pareils. Et le lendemain du coup c'est le Silent Day, donc c'est un jour où personne ne travaille, personne ne sort de chez soi, il faut pas non plus faire de bruit ou encore allumer la lumière. Le but c'est de purifier l'île et aussi de faire une introspection, faire un petit peu le point sur soi-même, ou même méditer. Donc nous on a juste chillé toute la journée, mais en vrai ça fait du bien une pause un peu comme ça, franchement j'adore le concept. Quoi ? Et le lendemain on s'est levé pour aller prendre la pirogue pour aller voir des dauphins. On avait du beau temps et les dauphins ils étaient bien là. Et il y avait pas mal de bateaux, du coup dès que les dauphins ils revenaient à la surface c'était un peu la traque. Mais ça va, ça reste ok, on a pu les voir pendant un bon moment et de près, et franchement c'est à faire, ça vaut le coup.
Par contre, il y avait je sais pas combien de méduses dans l'eau, franchement ça piquait pas mal. Oh, il y a une arrêt. Il y a une arrêt à gauche là. Elle est en caillou en fait. Le nord, c'est aussi là où il y a pas mal de cascades qui sont vraiment magnifiques. Oh, oh. Attention les yeux. Ouais. Et on voulait pas rater ça. Donc on a commencé par celle de Alingaling. Oh, c'est la folie. Elle est très jolie et en plus à côté il y a un spot incroyable pour sauter des rochers. Donc on n'allait pas rater ça non plus, franchement on s'est régalé. Et on a fini par la cascade de Sekumpool, c'est la plus grande, elle fait 80 mètres, c'était vraiment impressionnant. Et le truc génial c'est qu'on n'est pas dans la haute saison, du coup tous les lieux touristiques ils sont quasiment vides. Et en descendant, on va même en voir une deuxième qui est sur le côté, qui est aussi magnifique. On est passé devant une araignée aussi, laisse tomber la taille, j'ai jamais vu ça. Avant de repartir dans le sud. Évidemment, on a fait la fête pendant ces 2 semaines. Bali, ça manque pas de beach club ni de boîte de nuit. On a même failli gagner le tournoi de beer pong. On a ruiné tout le monde, mais on a joué comme des merdes en finale. Mais bon, ça c'est parce que Ringo il était jet lag. On a quand même gagné une bouteille de tequila, donc on a bien pu kiffer la soirée. Donc pour mon backtesting, je vais commenter un peu toutes les données que j'ai réussi à récolter et aussi les décisions qui vont découler pour améliorer mon trading. Donc tu vas voir la méthode que j'utilise et aussi à quel point le backtesting c'est super puissant parce que je vois pas mal de gens qui backtestent en regardant uniquement si le backtesting est positif ou négatif ou alors des ratios de Sharpe, le win rate, etc. Mais je trouve que ça n'a pas vraiment d'intérêt. Moi je vais te montrer comment j'optimise en détail entre guillemets ma stratégie grâce au backtesting. Voilà, je voulais à peu près une centaine de trades, j'en ai que 80, mais ça va suffire pour ce backtesting, puisque c'est vraiment le premier que je fais avec cette stratégie. Et en fait au début, c'est vraiment, faut voir ça comme un entonnoir. Au début, il y a vraiment un grand nombre de trades, un grand nombre de positions, et petit à petit ça va se diminuer, puisqu'on va séparer les trades positifs des trades négatifs, pour essayer de faire un tri et du coup d'améliorer les performances. Et donc les décisions que je vais prendre ici, ça va être des décisions assez globales, donc 80 positions, ça devrait suffire. Voilà, une fois que j'ai rempli les notions, comme je t'ai montré dans la vidéo précédente, je vais tout mettre sur mon Excel, donc on a juste ici. Donc première chose, on voit la courbe de capital ici, c'est en positif, après c'est vraiment pas ouf. 17,6 R de performance, 38% de win rate. Donc après voilà, comme je l'ai dit, c'est pas sur ça que je vais me concentrer. Le premier problème que j'ai rencontré, c'est le drawdown, puisqu'on peut voir rien que sur la courbe de capital. Au bout d'une vingtaine de trades, je suis à plus de 20% de performance. Mais on peut voir que je dépasse pas ce niveau-là, même à la fin du backtesting.
Donc toute cette période là de 60 positions, je suis en drawdown. Donc ça, c'est pas gérable. Pareil, on voit moins 13% de drawdown. Si j'ai envie de passer un challenge propre firm ou quelque chose comme ça, ça passe pas. Et des séries de pertes de 9 positions d'affilée, c'est pareil, c'est énorme. Donc ça, c'est un problème qu'il va falloir régler sur cette série de backtesting. Donc le premier élément que j'ai backtesté, c'est juste l'achat-vente. On va voir que pour chaque élément, à chaque fois, il y a la répartition, le win rate et le gain par trade. Donc ça, c'est pour voir s'il y a un déséquilibre entre le nombre de positions en achat et le nombre de positions en vente. Donc là, on voit que c'est assez équilibré, 44% des positions en achat et 56% en vente. Et ensuite, il y a deux métriques que je vais utiliser pour faire les comparaisons. La première, c'est le gain par trade, parce que ça, c'est juste la performance. Le but, c'est de l'optimiser tout simplement. Et le win rate, il va également être à prendre en compte, puisque, par exemple, on peut voir ici deux stratégies différentes. L'une a une performance de 30% et l'autre de 39%. On pourrait se dire que la seconde stratégie serait mieux et serait à privilégier. Mais si on prend en compte le win rate, on va plutôt privilégier la première stratégie, parce que tout simplement, il y aura moins de drawdown. Ça va être plus facile à trader au quotidien qu'une stratégie avec 25% de win rate. Et du coup, si on regarde ça pour l'achat-vente, on peut voir que ma performance, elle est nettement meilleure en achat, que ce soit le win rate ou même le gain par trade. Après, c'est pas le meilleur exemple parce que dans ce cas-là, c'est pas pour autant que je vais supprimer tous mes trades en vente. Je vais plutôt essayer de comprendre pourquoi on observe ça et essayer de régler le problème. Dans ce cas-là, l'échantillon, il est que de 45 positions en vente. Ça va pas être assez grand pour vraiment prendre une telle décision, parce que si je supprime tous mes trades en vente, ça veut dire que dès le début du backtesting, j'enlève la moitié de mes positions et après ça, il y aura plus grand chose à optimiser en fait. Donc ensuite, les sessions, on verra après parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Le risk reward, pareil, ça c'est assez intéressant. On peut voir donc la répartition, rien de bien spécial, mais en fait avec le win rate, dans la logique des choses, plus le risk reward augmente, plus le win rate est censé diminuer. On peut voir que si c'est pas du tout le cas, puisque le win rate il est plus important quand on est autour des 1 pour 12, et donc ça se traduit logiquement sur le gain par trade, puisque du coup je suis beaucoup plus profitable sur les trades avec un risk reward de 1 pour 12 que sur ceux avec un risk reward de 1 pour 4. Et on voit également qu'au-dessus de 1 pour 12 par contre, le win rate diminue, donc ça à la limite c'est logique, mais la performance diminue largement aussi. Donc ce qu'on pourrait se dire, c'est que il faudrait couper les trades qui ont un risk reward en dessous de 1 pour 4 et ceux qui ont un risk reward au-dessus de 1 pour 12, et que ça pourrait améliorer les performances. Et d'ailleurs c'est ce que j'ai fait. Du coup on peut voir que, et donc si on nettoie ça, qu'on supprime ça, on peut voir qu'on tombe à 47 positions. Par contre la performance est meilleure, le win rate il est meilleur également, et on a diminué le drawdown largement puisqu'on était à 13% juste avant. Ici on n'est plus qu'à 4,9% de drawdown. Donc voilà, ça c'est un bon point. On va garder ça de côté pour la suite. Toute cette partie, c'est par rapport à la structure daily, puisque en fait dans mon trading, je trade la tendance H4, mais la tendance H4 peut être opposée à la tendance daily. Et donc avec ces données, on peut voir est-ce que c'est pertinent, oui ou non, de prendre des trades qui sont dans la tendance daily, contre la tendance daily, etc. Après voilà, je vais pas m'attarder là-dessus, parce que je pense qu'il y a beaucoup de ces données qui dépendent fortement de ce qu'on a vu sur l'achat-vente, c'est-à-dire que je suis bien plus profitable en achat. On peut voir ici que voilà, tendance haussière daily, ça performe beaucoup mieux. Pareil, les trades qui sont dans la tendance performent bien mieux. Mais c'est pareil, si on décompose ça, on peut voir que c'est uniquement les achats dans un daily haussier qui performent, puisque les ventes dans un daily baissier, elles performent quasiment pas. Donc tout ça, je vais garder en tête, mais ça va pas me servir là maintenant. Ça c'est pareil, il n'y a rien d'intéressant. Sur cette partie par contre, donc premier tableau ici, c'est la structure raffinée. Donc j'ai remarqué qu'il y a pas mal de mes positions où l'accumulation, la distribution ressemblait à ça. Donc on a la liquidité ici, la liquidité se fait prendre, ensuite on casse. Donc mon entrée, elle se fait ici, avec un stop loss qui est juste ici. Et souvent en fait quand il y a des mouvements en interne comme ça, j'ai remarqué que dès qu'on casse ce niveau là rouge, on va aussi casser la structure et toucher mon stop loss. Et du coup je me suis dit que c'était potentiellement une opportunité pour moi de déplacer mon stop loss plus proche. Et donc l'avantage c'est que mon win rate va pas être modifié, mais par contre le risk reward il va être amélioré et donc la performance sera meilleure. Et d'ailleurs ça fait sens puisqu'en fait toutes ces zones là elles viennent d'être mitigate et la dernière zone où le prix est censé revenir ce serait celle-ci. Et donc du coup j'ai backtesté ça et donc on voit que cette intuition elle s'est vérifiée puisque la courbe elle peut sembler similaire, mais on voit que la performance elle est meilleure. On a 21,85%, le win rate il change pas, et par contre le drawdown il a également un peu baissé. Donc ça c'est pareil, c'est un truc que je vais garder à prendre en compte. Dans la théorie c'est pertinent et ça rapporte plus de performance. Et ensuite j'ai deux tableaux sur les différents types de management que je voulais backtester. Donc en fait dans mon management actuel, je fais des clôtures partielles pour prendre des profits, et donc je voulais juste m'assurer que ces prises de profit étaient pertinentes, donc j'ai backtesté sans ces clôtures partielles. Et on peut voir que c'est pas forcément pertinent, le drawdown c'est le même, la performance elle est
à peine meilleur, mais le win rate il reste pareil. Et en fait, le truc c'est que prendre des clôtures partielles, ça permet quand même d'avoir une certaine sécurité. Et même d'un point de vue psychologique, d'avoir clôturé les profits, ça aide. Donc voilà, mes clôtures partielles sont pertinentes. Donc ça c'est pareil, je vais garder mon manière de faire. Et j'ai aussi backtesté sans management pour voilà, m'assurer que le management pareil soit logique. Et on peut voir que la performance est bien meilleure. Par contre c'est pareil, un win rate de 16%, un drawdown de 25%, c'est pas du tout gérable. Et puis même la performance, on voit qu'elle est saccadée comme ça c'est intradable, c'est pas possible. Donc le management en effet sert à quelque chose. Et du coup je vais revenir sur les sessions, puisque du coup c'était vraiment le cœur de ce backtesting. Donc en fait je vais même pas commenter les données, je vais directement expliquer les décisions que j'ai prises par rapport aux sessions. Donc en fait sur le Forex, on a différentes monnaies qui appartiennent à différents pays dans différentes time zones. Donc j'ai regroupé ça sur cette carte. Donc le dollar et le dollar canadien ici, la livre sterling, l'euro et le franc suisse juste là. Et enfin le yen japonais, le dollar australien et le dollar néo-zélandais. Et donc pour chacun de ces groupes de monnaies, la plupart des échanges vont être concentrés dans une période bien précise, puisque ça va être à cette période que les bourses correspondantes vont être ouvertes. Donc on a la bourse asiatique, la bourse de Londres et la bourse de New York. Et pareil pour les échanges commerciaux, ça va se faire à ce moment-là. Donc par exemple en général sur l'euro, c'est dans la session de Londres qu'on va avoir le plus de mouvements et le plus de volatilité. Et dans cet exemple-là, c'est assez fréquent par exemple qu'à l'ouverture de la session de Londres, on vient de récupérer la session asiatique, donc toute la liquidité, donc les high et les lows de la session asiatique, pour effectuer le mouvement dans la session de Londres. Et donc potentiellement, par exemple, admettons que j'ai une position sur euro CHF, deux monnaies qui sont dans la time zone de Londres, donc ça va être sur cette période que les mouvements vont avoir lieu et qu'il y aura le plus de volume, ça va pas forcément être pertinent d'avoir un stop loss qui est placé sur un point de structure dans la session asiatique, puisque ce point de structure a de fortes chances de se faire prendre dans la session de Londres. Et donc volontairement, j'ai backtesté quelques paires qui étaient dans la même session. Donc par exemple, j'ai backtesté AUD-NZD et également des paires qui étaient donc par exemple NZD-CAD, donc Asiat et New York, pour essayer de voir un peu quelle session était pertinente et quelle session l'était moins. Et donc avec l'exemple sur AUD-NZD, donc je vais vous montrer directement. Donc l'actif, je vais trier, je vais mettre AUD-NZD. Et donc la session protégée. Dans la session Asiat, on peut voir que j'ai un profit de break-even pour une performance de 3,5%. Si à l'inverse, on prend tous les trades qui ne sont pas dans la session asiatique, on peut voir que malgré 17 positions, je suis en perte de moins 6,9%. Là, potentiellement, ce qu'on peut se dire, c'est que les trades qui ne sont pas avec un lot protégé dans la session asiatique pour AUD-NZD ne sont pas pertinents. Et ça fait sens avec ce qu'on a dit sur la volatilité dans ces sessions. C'est quelque chose qui est logique. Après, pareil, il faut faire attention. Là, on se base sur uniquement 20 trades. Donc, c'est vraiment pas possible de tirer des conclusions avec uniquement 20 trades. Mais si on applique ça, du coup, à toutes les paires que j'ai backtestées, donc aux 80 trades, on remarque vraiment une amélioration. Donc, c'est ce que j'ai fait ici. Donc, ça, c'est en prenant uniquement les trades qui sont dans la session correspondante. Et on peut voir qu'on passe à 46 positions, une performance de 31,34%. Donc, on a vraiment amélioré. Le win rate qui est à 50%, pareil, ça s'est vraiment amélioré. Le drawdown maximal, il est plus que de moins 3,7%. Même la courbe, elle a été largement lissée. Ça, c'est beaucoup plus facile à trader dans des conditions réelles. Donc ça, c'est vraiment un concept qui est très pertinent et qui permet vraiment d'améliorer les profits. Et on peut voir du coup si on imbrique un peu tous les concepts ensemble. Et donc on a ici uniquement les trades qui sont dans la session correspondante et qu'en plus on utilise le raffinement de la structure. Donc les performances sont encore meilleures. Le win rate il reste le même. Le drawdown il est à peu près pareil. Et les performances pourraient également être améliorées si on prenait en compte le risk reward, ce qu'on a vu sur le risk reward. Donc voilà, donc là vous voyez à quel point le backtesting ça peut être super efficace. C'est comme ça que moi j'améliore mon trading. J'ai encore pas mal de backtesting à faire. Comme je l'ai dit, l'échantillon il est assez petit, donc je vais pas pouvoir prendre beaucoup de décisions là-dessus. On peut voir déjà que par rapport aux sessions, c'est vraiment quelque chose sur lequel je vais me focus et je vais essayer de construire un plan un petit peu autour de ça. Donc voilà pour mon trading. Je pourrais conclure et te détailler mon plan pour la suite dans la prochaine vidéo. Je te laisse avec la fin de cette vidéo. Il y a du surf et du paddle. Sur cette magnifique vue, je suis au Mont Batour. Mais ça pareil, c'est pour le prochain épisode. J'ai cassé ma GoPro malheureusement, donc j'ai pas pu beaucoup filmer mon surf. Du coup j'en ai loué une pour filmer cette session à Keramas. J'ai réparé ma planche avec du scotch d'ailleurs parce qu'il y a un trou dedans. Keramas, c'est une vague qui est plus puissante et plus grosse que ce que j'ai surfé jusqu'à présent, et surtout avec des surfeurs vraiment chauds. C'est souvent là qu'ils organisent les compétitions sur Bali. Du coup moi je me place plutôt au milieu, voire à la fin de la vague, parce que ça m'évite de devoir être mieux positionné que des mecs qui ont 20 fois mon niveau.
Ça me permet de prendre plus de vagues, surtout que j'ai bien progressé ces derniers temps. J'arrive à mieux me placer et aussi à prendre plus de vitesse sur la vague. Et c'est cool parce que du coup ça développe des automatismes. Et plus je prends du niveau, plus je me régale. Et pour finir cette vidéo, on est allé tester le paddle avec Lilian et Elena. C'est grave cool, ça me rappelle le tennis, j'en faisais à l'ancienne. Talk too much while I was geek. Blew my peak. Fucking rap niggas hoes. I'm on the street. This shit sweet. I went $500,000 on rose. Did $4 million on my ice. Couple million on my cars. I went Tyson. I'm too nice. Niggas shot me on the street. Wanted to talk, so he asked my price. The number was high as me. I ain't gon' lie. I was fucking with this little wall. I think she buy. Tweaking the 6 God is coming back outside. Boys toting the 70 on the strip, I'm ready to die. Cutting the traction, bet in the corner, bet I make shit glide. Allez, ciao ou à la prochaine. I'll never lose sleep over no bitch, way too much pride. Fill it up in a briefcase, split the shit.